wanting to do now is have you show us where the suitcase was, where Catherine was when Ethan struck her with the wine bottle. If he's standing here, he picked up the wine bottle. He had it reversed twice for the first 2 times. L'histoire que nous allons aborder aujourd'hui commence dans un train. Kate Waring venait d'une famille aisée et aimait voyager. Mais lors d'un voyage en train, elle s'est liée d'amitié avec la mauvaise personne, quelqu'un qui a passé sa vie à raconter des mensonges. Fraude, argent et rencontres arrangées sont les éléments clés d'une histoire qui va se terminer de manière dramatique. Tout a commencé sur le train Palmetto, un train qui relie New York City à Savannah, en Géorgie. Il parcourt 1334 km à travers Washington DC, Richmond, Fayetteville, Charleston avant de se terminer en Géorgie. Le voyage prend environ 15 heures avec 23 arrêts. Ce jour-là, une jeune femme de 28 ans du nom de Kate Waring se trouvait à bord. Le matin de mai 2009, elle se rendait de Washington DC et est descendue à Charleston en Caroline du Sud. Kate était une fille du Sud. Elle a grandi dans une famille aisée dont la lignée remonte à plusieurs générations dans la région. Ses parents, Tom et Janice, n'avaient qu'une seule fille, Kate, qui était la prunelle de leurs yeux. Kate avait 2 autres frères, un plus jeune et un plus âgé. Elle aimait sortir et était très active. Elle était décrite comme étant intelligente et gentille et elle aimait prendre soin de son entourage et en particulier des gens en difficulté. Il en était de même pour les animaux, quand elle voyait un animal errant, elle devait s'en occuper. L'enfance de Kate n'a pas été tout rose. En effet, sa famille a découvert plus tard qu'elle avait été victime d'abus sexuels quand elle était enfant par un ami de la famille. En grandissant, Kate a développé des problèmes comme des troubles alimentaires, de la dépression et elle s'est tournée vers l'alcool comme mécanisme de défense pour oublier. La seule chose qui semblait aider Kate à s'évader loin de tout cela, c'était le fait de voyager. Voyager était la solution. Au début avec son père, puis toute seule. Moscou est devenue l'une de ses destinations préférées. Elle aimait la culture et la langue. C'est d'ailleurs pour cela qu'elle s'est rendue à Washington DC afin de demander un visa à long terme. Mais elle a rencontré des problèmes administratifs quant à l'obtention de ce document. Elle a alors décidé de rentrer chez elle à Charleston où elle suivait des cours à l'université. Elle a pris un train pour rejoindre cette ville. Le voyage devait durer 9h30. C'est lors de ce voyage en train qu'elle a commencé à parler avec une autre personne, c'était une jeune femme. À ce moment-là, elle ne savait pas qu'une conversation qui débuterait par une amitié finirait par la conduire à la mort. Un mois après ce fameux voyage, nous sommes en juin 2009. Kate a arrêté d'envoyer des messages à ses parents, ce qui les a alertés immédiatement. En effet, elle était très proche de son père à qui elle envoyait beaucoup d'SMS. Tom s'est inquiété. Alors que lui et son épouse se trouvaient dans leur maison secondaire juste à proximité de Charleston, ils ont décidé d'écourter leurs vacances et de rentrer dans leur maison principale où Kate vivait avec eux. À leur arrivée, ils ont vérifié toutes les pièces. Dans l'une des pièces, ils ont retrouvé toutes les ordonnances médicales de Kate relatives à son traitement de longue durée et qu'elle devait emmener avec elle quand elle décidait d'aller voyager. Ses parents s'inquiètent alors. Pourquoi ne les a-t-elle pas emportés avec elle et pourquoi n'a-t-elle averti ni ses parents ni ses amis ? Dans un premier temps, ils ont pensé qu'elle avait rechuté et replongé dans ses problèmes de toxicomanie qu'elle avait eus auparavant, mais qu'elle avait réussi à surmonter en voyageant. Ils ont ensuite appelé tous les hôpitaux et même les prisons pour savoir si elle était là-bas. Personne ne connaissait cette fille rousse au caractère bien trempé appelée Kate. C'est alors que le lundi 15 juin, la famille a pensé « Bon, si nous n'avons pas de nouvelles de Kate dans quelques heures, nous allons appeler la police pour signaler sa disparition. » Au même moment, Tom, le papa, a reçu un appel de la banque de Kate. Son conseiller bancaire les a avisés qu'un homme était venu encaisser un chèque apparemment émis par Kate, mais qu'il a constaté 2 problèmes. Le premier est que Kate n'avait que $100 sur son compte alors que le chèque était libellé pour $4100. Le deuxième problème était la signature qui ne correspondait pas. Elle semblait contrefaite. L'homme qui devait encaisser le chèque s'appelait Ethan Mack. Tom, le père, ne connaissait pas personnellement Ethan, mais avait déjà entendu sa fille Kate prononcer son nom en disant qu'ils étaient amis. Dubitatif, il décide de contacter la police. Ethan travaillait dans un hôtel à Charleston et il connaissait Kate depuis des années. Ils étaient meilleurs amis et ils étaient très proches. Ils n'ont jamais été dans une relation amoureuse. Kate considérait Ethan comme un grand frère qui l'avait aidé durant ses vrais problèmes qu'elle a traversés dans sa vie. Pourquoi avait-il alors tenté d'encaisser des chèques falsifiés ?
Lorsque la police a confronté Ethan en lui disant que sa version était fausse, il a répondu « Non, Kate m'a donné ce chèque. Elle m'avait emprunté de l'argent et elle m'a donné ce chèque pour me rembourser. » Ethan a dit qu'il avait vu Kate pour la dernière fois le vendredi 12 juin dans la soirée, qu'ils étaient sortis dîner et boire un verre, et puis qu'il l'a ramenée chez elle. Ils auraient ensuite échangé des textos. Les messages retrouvés sur son téléphone ont confirmé sa version. Pour démontrer sa bonne foi, Ethan a laissé la police fouiller sa maison afin qu'il trouve des indices que Kate y était. Par la suite, la police a appris qu'il s'agissait de la maison où il vivait avec sa mère alors qu'il leur avait dit que c'était une maison dont il avait la propriété. Le téléphone de Kate a borné pour la dernière fois à une antenne se trouvant à des kilomètres de chez elle. La police pensait que l'antenne la plus proche était peut-être simplement occupée et c'est pourquoi son téléphone avait borné sur l'antenne suivante alors qu'elle était probablement chez elle. Kate étant âgée de 28 ans et la police n'ayant trouvé aucune preuve d'un éventuel crime, ils ont pensé que c'était un départ volontaire de sa part et qu'il n'y avait rien qui puisse justifier qu'il déclenche une enquête pour personnes disparues. Le vendredi dans la journée, des personnes disent l'avoir vue pour la dernière fois remplir une ordonnance. Ce jour-là, elle avait également échangé avec ses parents et leur avait dit qu'elle était empêtrée dans une sorte de problème sans préciser quel était ce problème. Ses parents avaient un sentiment que quelque chose n'allait pas, mais ils n'avaient rien à quoi se raccrocher. Le temps est passé et quelques mois plus tard, un ami de Kate s'est rapproché de Tom le père et lui a dit avoir parlé à Kate quelque temps avant sa disparition. Cette personne a dit qu'elle avait reçu un message de Kate disant qu'elle partait à Greenville pour trouver un joli petit coin et qu'à son retour, elle lui avait fait part de son inquiétude, car quelqu'un avait usurpé son identité et qu'il ouvrait des cartes de crédit à son nom. Les parents de Kate, voyant l'inaction de la police, ont décidé d'engager leur propre détective privé pour enquêter sur toutes ces rumeurs et ont dit, afin de savoir où était Kate et ce qu'il s'était passé les jours précédant sa disparition. Sa mère prendra la parole et dira « Je veux juste que Kate rentre à la maison ». Elle ajoute « Nous sommes pleins d'espoir, nous avons continué ainsi depuis 4 mois maintenant. Elle nous manque tellement et nous l'aimons profondément. Cela a été déchirant pour notre famille de ne pas savoir où elle se trouve et j'espère juste que quelque chose se passera bientôt ». La piste de l'antenne où le téléphone de Kate avait borné et a été localisé pour la dernière fois avait été rapidement rejetée par la police, disant que c'était probablement juste parce que l'antenne proche de chez elle était occupée et que son téléphone était passé à l'antenne suivante. Les enquêteurs privés, quant à eux, ont considéré cette piste. Ils ont rapidement pensé que Kate avait peut-être voyagé dans cette direction vers ces petites îles et marécages et que lorsque son téléphone avait émis un signal, c'était un appel vers sa messagerie vocale. Kate n'a en réalité plus jamais vérifié sa messagerie vocale depuis sa disparition. Les enquêteurs privés se sont orientés vers la piste d'Ethan Mack, la dernière personne à avoir vu Kate vivante d'après ses déclarations. En cherchant, les enquêteurs ont également appris qu'Ethan avait une petite amie nommée Heather Camp. Celle-ci avait été une patiente de Kate. C'est d'ailleurs Kate qui les avait présentés l'un à l'autre. Ethan et Heather se sont mis en couple par la suite. Heather Kate était cette femme avec qui Kate s'était liée d'amitié lorsqu'elle était montée à bord d'un train de Washington DC à Charleston. Elles étaient devenues de bonnes amies, surtout après qu'Heather ait dit à Kate au cours de ce voyage en train qu'elle déménageait à Charleston car elle avait un nouveau travail. Durant ce trajet, Heather lui a dit qu'elle commençait un nouveau travail dans le service de pédiatrie de l'hôpital de Charleston, mais qu'elle venait d'être victime d'un vol et qu'elle n'avait plus un sou en poche. Kate avait alors décidé de l'aider. Heather vivait maintenant avec Ethan dans un appartement après que Kate les ait présentés. Les enquêteurs qui cherchaient autour de tous les derniers contacts de Kate ont pensé que si Ethan avait été la dernière personne à voir Kate, peut-être qu'Heather détenait forcément des informations importantes. En enquêtant sur Heather, ils découvrent que c'était une escroc. Elle avait été arrêtée pour escroquerie dans de nombreux États et n'avait aucun diplôme ni licence médicale. Heather avait récemment été arrêtée pour avoir prélevé un échantillon de sang sur une fillette de 6 ans qu'elle gardait alors qu'elle n'avait aucune formation médicale. Elle a alors été arrêtée pour agression. Son mode opératoire habituel était de rencontrer un homme, de vivre avec lui, de l'escroquer et de lui prendre tout ce qu'il avait, de l'endetter, de le laisser avec ses dettes puis de recommencer ailleurs. Elle disait aux gens qu'elle était la fille de la royauté ou de la mafia ou qu'elle avait des liens avec la mafia. Elle racontait toutes sortes de mensonges énormes. Au vu du passif d'Heather, le chèque falsifié prend tout son sens. Kate s'était liée d'amitié avec Heather, qui était une menteuse compulsive. Elle s'est mise en couple avec le meilleur ami de Kate, Ethan, puis Kate a disparu.
Il s'est avéré qu'au fameux dîner, la quantité de boissons et courses qu'Ethan avait pris avec Kate le vendredi soir, donc la nuit où elle avait été vue pour la dernière fois, était trop importante pour simplement 2 personnes. Heather était probablement présente à ce dîner, puis Ethan avait déjà menti à la police quant à son lieu de résidence. Les détectives privés, après avoir tout examiné, ont conclu qu'il se passait quelque chose de grave et que le meilleur ami de Kate et sa nouvelle petite amie étaient vraiment bizarres et que cela ne présageait rien de bon. La police ne prenant pas cette affaire au sérieux, les détectives privés ont donc commencé à surveiller Ethan et Heather eux-mêmes. Ils ont même installé une petite caméra pointée sur l'appartement d'Ethan et ont découvert que lorsque celui-ci partait au travail, Heather allait chez le voisin. Ce n'est que des mois plus tard, alors que les détectives privés faisaient tout le travail de terrain, qu'Ethan et Heather ont été arrêtés et inculpés pour escroquerie. Le juge Linda Lombard a déclaré que c'était leur casier judiciaire chargé qui l'avait convaincu qu'Ethan Mack et Heather Camp devaient obtenir une caution élevée. Elle a qualifié le couple de dangereux. La juge a déclaré qu'Heather Camp était une fugitive dans 4 États avec une condamnation pour vol au second degré. Ethan Mack avait quant à lui plusieurs accusations impliquant de la drogue et des armes à feu datant de 2007 et que ses affaires étaient encore en cours de jugement. Pour baisser sa caution et le laisser en liberté en attendant son procès, l'avocat d'Ethan a dit que toute sa famille se trouvait ici et qu'il n'y avait donc pas de risque de fuite, mais la juge n'a pas été convaincue par cet argument. Étant chacun accusé de 2 chefs d'accusation, la caution a été portée à 200 000 $. Steve Perry, un témoin de l'accusation, a déclaré au sujet d'Heather « Je l'ai rencontrée sous un autre nom ». Il poursuit que c'était la même femme que nous connaissons sous le nom d'Heather Camp aujourd'hui et qu'elle avait utilisé plusieurs noms. Il raconte qu'elle a falsifié un de ses chèques dans l'Indiana, puis qu'elle a essayé de le rembourser avec un chèque volé sur un autre compte. Il dit que c'était une menteuse pathologique qui a clairement besoin d'aide. Au moment de son arrestation à Charleston, Heather Camp pourrait affirmer être enceinte. Steve Perry dit qu'elle a menti à plusieurs reprises sur sa grossesse. Elle disait avoir 2 enfants, un garçon et une fille qu'elle voulait lui présenter, mais qu'il a réalisé plus tard que c'était juste une famille d'accueil pour enfants en placement familial. Elle avait affirmé qu'elle était infirmière. Lors de l'audience concernant l'affaire d'escroquerie pour le chèque falsifié, Ethan était présent, entouré de sa famille, ses amis et d'avocats locaux connus, tout cela pour assurer sa défense. Heather n'avait personne. Elle était seule, avec un long casier judiciaire. La police et les détectives privés en ont profité pour l'interroger sur la disparition de Kate. Durant l'interrogatoire, Heather dit au policier « C'était une simple escroquerie. S'il s'en sort, vous savez ce qu'il va arriver ?» Le policier répond « Tu penses qu'il va sortir maintenant ?» Je veux dire, qu'est-ce que tu penses qu'on va découvrir, Heather? Ce que tu me dis, c'est qu'il l'a tué. Il l'a tué et a caché le corps. La question est, où l'a-t-il tué? Ça ne s'est pas passé sur la route. Elle répond « Non, je sais ». Le policier poursuit. « Tu as eu l'opportunité de tout avouer quand nous t'avons amené ici et tu ne l'as pas fait. Tu n'as rien demandé et je suis censée croire que c'est parce que tu avais tellement peur de lui que tu n'as pas pu le dire ?» Allez, Heather. Combien de temps encore avant que tu avoues? Elle répond « Oui, d'accord, il l'a tué. » Le policier rétorque « D'accord, il l'a tué. C'était un accident? C'était un accident s'il a paniqué et ne savait pas quoi faire. » De là, Heather avoue tout et leur a indiqué une île où le corps de Kate avait été jeté. Elle leur a donné les noms des magasins de prêteurs sur gage où ils avaient vendu les bijoux de Kate et leur a indiqué où ils pouvaient trouver quelques autres choses cachées dans leur appartement. Elle les a également orientés vers une île appelée Wadmalaw en passant par James Island sur le chemin. Et c'est d'ailleurs à cet endroit que les ossements de Kate ont été retrouvés. Heather accepte un marché, elle plaide coupable de meurtre et accepte une peine réduite en échange d'un témoignage contre Ethan. Elle admet que tous deux ont tué Kate, mais que c'est Ethan qui a porté le coup mortel. Une reconstitution est réalisée. Le policier dit « Montrez-nous maintenant où se trouve la valise où était Kate quand Ethan l'a frappée avec une bouteille de vin. » Elle dit « Kate était toujours dans la valise. » Le policier lui dit « Ouvrez, prenez la bouteille de vin et montrez-nous ce qu'il s'est passé. » De là, elle rétorque « Je me suis déplacée, je suis ici. Vous êtes ici aussi ?»« Oui. » Et il a pris la bouteille de vin. Il l'a frappée 2 fois. Les 2 premières fois, on a entendu un craquement, mais la bouteille n'a pas cassé. La 3e fois, c'est là que le fond de la bouteille supérieure est resté intact, alors que l'autre partie s'est cassée. Il l'a sortie et mis sur quelque chose. Et puis, je l'ai aidé à traîner la couverture sur laquelle elle était au sol, dans le salon vers la cuisine où elle était allongée. Dans la salle de bain, il avait déjà mis des sacs sur ses pieds et sur sa tête.
Donc là, nous sommes le matin. Il est allé au magasin et a acheté différents éléments, dont une serpillière, la poudre, 2 paires de gants pour nettoyer l'intérieur de la maison, les murs, la salle de bain. Et Kate, pour l'instant, était toujours dans la cuisine. Le problème, c'est qu'Heather n'était pas la personne la plus fiable au monde. Elle avait un passé de fraude. De plus, une grande partie du travail d'enquête effectué par les détectives privés n'était pas admissible car ils n'avaient pas obtenu les mandats et ordres de la cour pour pouvoir faire toutes ces choses de surveillance et ainsi de suite. Et Ethan, lui, n'a jamais changé de version. Il a dit qu'il était sorti dîner, qu'ils avaient pris des verres, puis qu'il l'avait raccompagné chez elle. Durant son interrogatoire, Ethan est interrogé. Le policier lui dit « Vous comprenez que vous êtes accusé d'entrave à la justice et d'escroquerie ?» Il lui dit « Vous n'êtes pas encore accusé de blanchiment d'argent, mais cela ne concerne que l'entrave à la justice. L'accusation d'entrave à la justice est une accusation de 10 ans. 10 ans, c'est long. L'entrave à la justice, c'est quand vous mentez concernant une enquête. C'est aussi simple que ça. Vous mentez ?» Il dit que non. De là, le policier lui dit que sa compagne confirme le meurtre de Kate et il continue à affirmer le contraire. À ce moment de l'enquête, les déclarations semblaient troubles. Pourquoi Heather voudrait la mort de Kate? D'un autre côté, si Ethan était le meilleur ami de Kate depuis des années, qu'aurait-il eu contre elle au point de vouloir la tuer? Toutefois, un mobile a été découvert par la suite pour Heather. Kate avait parlé à un ami de ses craintes d'avoir des ennuis et que quelqu'un se faisait passer pour elle, volant son identité et ouvrant des cartes de crédit en son nom. Eh bien, une lettre de Kate a été trouvée et adressée à une amie disant que c'était Heather qui se faisait passer pour elle et qu'elle avait menacé de faire intervenir ses parents qui avaient beaucoup d'argent. Heather savait qu'elle risquait de gros problèmes si ça venait à être découvert, donc c'est peut-être pour cela qu'elle l'a tué pour voler son identité, pour faire ce qu'elle avait fait aux hommes depuis des années. Cette fois-ci, elle voulait l'identité de Kate de manière permanente et Ethan, son petit ami, était impliqué. Il était forcément au courant des plans élaborés par celle qui était devenue sa femme. Un accord est conclu avec Heather pour qu'elle charge Ethan. D'après son témoignage, après le dîner fort arrosé, Ethan a conduit Kate chez lui. En état d'ébriété, il a convaincu Kate de rentrer dans une valise, puis l'a paralysée avec un pistolet électrique, torturée, frappée à la tête avec une bouteille de vin et l'a noyée dans la baignoire avant de la jeter dans le marais. À la fin du procès d'Ethan, le jury était indécis. Il a été condamné à 15 ans de prison pour escroquerie mais devait être jugé à nouveau pour ce qui était arrivé à Kate. Ce qui s'était passé à Kate était tout simplement invraisemblable. Heather a tellement changé de version qu'elle n'était plus crédible pour l'accusation. L'accord de plaidoyer conclu avec le procureur a finalement été révoqué et elle a fini par plaider coupable de meurtre et a été condamnée à 29 ans de prison. Quant à Ethan, plutôt que de subir un autre procès pour meurtre, il a accepté un plaidoyer d'Alford. Ce plaidoyer permet à l'accusé d'accepter de plaider coupable tout en rejetant le chef d'accusation afin de conserver son innocence. Ce faisant, il accepte la peine associée. Par ce plaidoyer, il accepte que l'accusation aurait vraisemblablement persuadé le jury de reconnaître l'accusé coupable sans le moindre doute. Avant de valider son accusation, le juge lui dit « Comprenez-vous que le tribunal considère toujours cela comme un plaidoyer de culpabilité ?» Ethan répond « Oui ». Le juge poursuit « Votre casier judiciaire reflètera un plaidoyer de culpabilité ?» Ethan répond « Oui ». Ethan a donc accepté une condamnation pour homicide volontaire avec un plaidoyer Alford. De ce fait, il n'admet pas sa culpabilité mais reconnaît qu'il y a suffisamment de preuves indirectes pour le condamner. Il a finalement été condamné à 25 ans de prison. Beaucoup de personnes, y compris le procureur, le juge et la famille, croient que c'est lui qui a orchestré le meurtre. Durant un échange entre Heather et le journaliste lui dit « Beaucoup de gens, y compris le procureur, le juge et la famille, croient que vous étiez le cerveau de ce meurtre. Étiez-vous le cerveau ?» Heather répond « Non, je ne l'étais pas. » Mais aujourd'hui au tribunal et en revenant à ce que le procureur a dit que j'utilise ces mots, que c'était votre meurtre. C'était le meurtre d'Heather Camp. Heather répond « Ils n'ont pas pu avoir Ethan parce que j'ai menti. Sinon ils l'auraient eu pour meurtre et ils nous auraient très probablement eu aussi. Donc ils ont tout mis sur moi. » Le journaliste poursuit « Est-ce que vous l'avez tasé? Est-ce que vous l'avez frappé? Est-ce que vous avez mis sa tête sous l'eau? Je veux dire, qu'avez-vous fait physiquement cette nuit-là ?» Heather répond « Tout ce que j'ai fait, c'est ouvrir le robinet d'eau. » Le journaliste lui dit « Donc ce n'était pas votre motivation pour essayer de vous protéger d'avoir été prise en train de voler l'argent de Kate Waring ?» Heather répond « Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. » Le journaliste poursuit « Je veux dire, vous avez tué Kate Waring parce que vous aviez peur qu'elle vienne vous arrêter parce que vous aviez essayé de voler son argent. Pourquoi avez-vous tué Kate? Je veux dire, vous comprenez que vous êtes une menteuse pathologique. »
Elle répond « Non, je suis pas d'accord ». Il poursuit « Vous ne l'avez pas fait tout au long du procès ?» Elle répond « Oui, je veux dire j'ai menti, mais j'ai menti pour aider mon mari. Mais cette fois-ci, j'ai pas menti sciemment. » Ainsi se termine l'histoire de Kate Waring, une jeune femme qui faisait confiance à son meilleur ami et à sa nouvelle amie et qui a été assassinée par eux par cupidité. Ils l'ont ensuite volé et revendu ses bijoux. Aujourd'hui, on ne sait toujours pas ce qui s'est réellement passé, Ethan et Heather se rejetant mutuellement la responsabilité du meurtre de Kate. Ils disent chacun avoir été horrifiés par ce que l'autre faisait quand Kate a été tuée, mais qu'ils étaient trop amoureux pour s'empêcher de torturer Kate jusqu'à la mort avant de jeter son corps dans un marais.